La colère, la frustration, par exemple, c'est une émotion qui est là parce que on perçoit une injustice. Mhm. Euh, le fait et l'injustice au travail, c'est très difficile. On est des animaux sociaux. La justice, les règles sociales sont là pour maintenir cette justice-là. On déteste un voleur, on déteste un menteur, on va l'exclure du groupe. Là, qu'on est dans une organisation, c'est comme il y a une structure qui maintient avec des réelles autorités qui peuvent instaurer des imbalances de justice. S'il y a, par exemple, un moyen de dénoncer ombuds, programme d'aide aux employés, on a aussi bureau de respect de la personne, sondage annuel d'engagement, une politique RH en matière de prévention du harcèlement en milieu de travail. Donc, de savoir que je peux avoir des recours pour rétablir la justice. Donc, si je pense que j'ai été brimée, d'avoir confiance que si je fais une plainte, elle va être prise au sérieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balado où nous allons aborder le thème le prix du non-dit, quand l'émotion refoulée devient progressivement souffrance. À mes côtés aujourd'hui, j'ai réservé 2 experts pour vous qui vont nous emmener en profondeur dans la thématique afin que nous puissions réaliser quel est l'impact des émotions sur notre santé à la fois physique et mentale. Bonjour Marie-Ève, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Je te l'ai déjà dit, mais je le répète. Ton verre va parfaitement avec tes yeux. Merci beaucoup. Merveilleux. Fait que c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui et je voulais sincèrement te remercier pour ta disponibilité. C'est un grand plaisir et un privilège d'être ici. Merci beaucoup Oh, pour l'invitation. thank you. Merci Marie-Ève. Bonjour Hervé, Hervé Carcrête. Bonjour Prisca, bonjour Marie-Ève. Je suis ravi de vous rejoindre. Moi, je vous rejoins depuis la France. Donc voilà, on va abattre les distances pour parler des non-dits. C'est C'est super. merveilleux. En termes de santé mentale, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de tabou. Amazing. C'est parfait. Donc, Marie-Ève, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je voudrais t'écouter? Qui est Marie-Ève? Qui est-ce qu'on entend parler aujourd'hui? C'est une bonne question. Si je résume ça très, très, très simplement, je suis psychologue organisationnelle. J'ai une passion pour la psychologie et pour ramener l'essentiel. Donc, qu'est-ce qu'un humain? Un humain dans les organisations demeure toujours un humain. Très bien. Pour ma part, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal en psychologie organisationnelle et je me suis intéressée sur le lien entre l'intelligence émotionnelle et un type de leadership qu'on appelle le leadership transformationnel. Très J'ai bien. fait une revue critique dans la littérature à ce sujet. C'est quand même tout un sujet complexe et avec des surprises. Oui. Mais sinon, au quotidien, donc j'exerce depuis 4 ans en prévention du harcèlement et des conflits en milieu de travail. Je suis médiatrice accréditée. Et puis aussi, j'ai une petite pratique en psychothérapie par passion Excellent. auprès d'adultes. Là. Donc, Il y a beaucoup de voilà. passion dans ce que tu fais. Ah, moi, je suis une personne passionnée, je l'ai toujours été. Voilà, donc passion, oui. Excellent. Finalement, la passion, c'est ça qui nous donne du jus, là. C'est notre carburant. Oui, Sinon, on fait à contre-cœur et puis tout à fait, on s'arrête avant. tout à fait. Bon. Puis Hervé? Alors moi, je vais représenter les savoirs expérientiels. Je suis patient expert en addictologie, c'est-à-dire que j'ai traversé, j'ai eu un parcours dans les addictions, et puis j'ai un besoin de transmettre, donc je suis devenu également formateur. Patient expert, c'est le lien entre le monde des patients, des usagers, et puis le monde des soignants. Et le formateur, bien, il intervient en entreprise principalement pour prévenir les conduites addictives au travail, puisque c'est quand même là que l'on passe le plus long de notre temps dans la journée. Amazing. Mais je trouve qu'on a juste le kit et le combo parfait pour conduire la thématique, le prix des non-dits quand les émotions refoulées deviennent souffrance. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ah oui, Mais absolument. oui, mais oui. Absolument. Parfait. Alors, pour juste entrer de jeu, je dirais déjà que dans nos entreprises, on nous apprend beaucoup à réfléchir, à penser, à résoudre.
mais on ne nous apprend pas à ressentir ce qui se passe au-dedans de nous. Pourtant, mal gérer ses émotions, c'est mal gérer tout le reste. Qu'est-ce qui, dans nos entreprises, nous pousse à refouler, à ruminer, à ressasser, nous empêchant ainsi de voice out? Je commencerai à dire, je pense qu'il y a un tabou Oui, au niveau de l'expression des émotions. oui. J'ai l'impression que, c'est comme, de parler d'émotions, c'est comme en fait d'avouer qu'on est faillible et Se que rendre vulnérable. oui et être comme déraisonnable. Mhm. Et donc, pour moi, il y a aussi juste comment qu'on interprète ou comment on conceptualise les émotions. Et je pense qu'actuellement, et Hervé, on s'en était parlé un petit peu plus tôt, là, l'aspect de qu'est-ce qu'une émotion. En fait, l'émotion est simplement la manifestation d'un besoin non comblé. Tout à fait. Alors, une fois qu'on sait ça, ben, il n'y a rien de très sorcier, là. Il n'y a rien de très Mhm. étrange là-dedans. Mhm. Donc, Fait que je fais face à une émotion, en fait, c'est la résultante de quelque chose. Si je vis de la joie, il y a un stimuli qui m'a emmené à être joyeux. Aujourd'hui, en vivant de la tristesse, il y a un stimuli qui a progressivement construit la tristesse. Donc là, on va aller jouer sur les causes. Donc, les causes, au niveau, tu sais, des besoins. Quand tu parles justement de la joie, c'est la manifestation d'un besoin qui a été comblé. OK. Souvent, quand on a de la joie, ça témoigne et c'est contagieux. Ouais. Quand on a de la tristesse aussi, c'est parce qu'on a perdu quelque chose qui est important pour nous. Et souvent, les manifestations de la tristesse, juste dans notre visage, et dans la façon qu'on est, amènent les autres à nous ramener vers eux, pour nous ramener dans le groupe. Donc, c'est la manifestation d'un besoin et la beauté de la communication humaine, Tout à fait. c'est qu'elle se fait aussi par les émotions. Donc, Exactement. ouais, Amazing. ouais. Mais on sait qu'on est humain et pas robot. Donc, logiquement, les émotions auront un impact sur nous. Oui. Comment le refoulement, Hervé, pourrait avoir un impact psychologique? Bah, l'émotion, c'est extrêmement personnel et ça ne se négocie pas. Très bien. Chacun a le droit de ressentir sa propre émotion en fonction d'un événement. Malheureusement, on a trop tendance à vouloir standardiser. Et de ce fait, en voulant que chacun réagisse de la même manière à un même stimuli, eh bien, on induit une peur d'exprimer son émotion, et donc on va garder pour soi ce que l'on ferait mieux d'exprimer quelque part, parce qu'on a le droit de se sentir triste quand d'autres sont en colère, et on a même le droit de ressentir un dégoût lorsque certains ressentent pourquoi pas, je vais aller jusqu'au bout de la joie. Parce qu'on réagit en fonction de ce qui nous compose. Et on est composé d'expériences. Il faut 25 ans pour créer un cerveau. Et pendant ces 25 ans, on va grandir, mais on va grandir chacun de manière différente. Donc il n'y a pas de surprise à ce que l'on réagisse de manière différente. Et le souci, c'est la peur du regard de l'autre, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis il y a ce sentiment de avec lequel on a grandi. Enfin, moi, j'ai grandi avec un garçon, c'est fort, donc ça ne pleure pas. Donc, je n'ai pas le droit d'être Tout triste. à Je n'ai pas fait. le droit d'exprimer ma tristesse. Voilà. Mhm. Et ça, Oh, c'est wow. compliqué. Ouais, c'est vraiment complexe à ce niveau-là. Pour toi, Marie-Ève, qui est tout le temps en contact avec les entreprises, les organisations, qu'est-ce qui montre en fait qu'une équipe évolue dans un climat de silence ou de non-expression? Ah, mon Dieu, j'adore. Non, mais c'est incroyable. Déjà, juste d'un point de vue statistique, là, quand on va regarder aussi des données RH, Oui, quand on voit, puis là, on parle de facteurs, des risques psychosociaux, puis les facteurs. tout à fait. Fait que tous les facteurs de risques psychosociaux, ça pourrait être tout un épisode là-dessus, là, mais vont faire que sont des indices, en fait,
qu'on évolue dans un environnement où est-ce qu'on refoule les émotions. Tout à fait. Moi, ce que je te dirais, Prisca, que je remarque souvent, c'est quand on va rencontrer, on va dire, notre client qui va nous dire on a un problème X. Mais tout va bien, tous les employés sont contents, on comprend vraiment pas qu'est-ce qui se passe, les Mhm. employés peuvent parler, on leur offre l'opportunité de discuter, de parler de leurs, tu sais, de qu'est-ce qui les dérange, et que là, quand on commence, par exemple, à les rencontrer et ils nous sortent un discours qui est comme opposé, là, OK. et après, c'est comme, c'est moi, je vois beaucoup ça. Je vois beaucoup ça. Il y a comme une. Puis quand après, on présente, par exemple, nos résultats Oui. d'une évaluation, on va dire, de climat de travail, il y a comme une. Les gens, des fois, sont comme étonnés Oui. d'apprendre ça. Après aussi, les organisations ont leurs propres besoins. Et OK. à la fin de la journée, on a le droit de demander à ce que l'organisation fonctionne bien. Oui. Si ça implique des frustrations chez les employés, bien, ça fait partie aussi de la vie, d'être frustré au travail. Mais Mhm. si on n'a pas, par exemple, un gestionnaire qui est là, qui écoute, qui est Mhm. capable de mitiger ces genres de besoins-là, ben, Mhm. ça demeure non réglé. Et donc là, on perdure dans cette frustration Oui. qui, à la longue, s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et malheureusement, c'est là qu'on voit apparaître les risques psychosociaux, donc le harcèlement, les conflits, l'incivilité. Moi, souvent, ce que je vais remarquer, c'est que quelqu'un va avoir été incivil, va avoir, par exemple, crié sur quelqu'un Mhm. parce que il était juste À à bout bout. de ressources. Mhm. Donc, malheureux. Et après, mais il va se mettre dans le pétrin, malheureusement, parce qu'il ne Oui. pas accepter que quelqu'un crie dans un milieu de travail. Tout à fait. Mhm. Mais finalement, s'il se met à crier, c'est parce que c'est un trop-plein. Oui, C'est une accumulation. souvent, oui. Pourquoi arriver jusqu'à l'accumulation? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça n'arrive pas et que progressivement, la personne puisse libérer la parole? Je pense que c'est quand même multiniveau comme réponse. C'est sûr que d'avoir un milieu qui offre du support par les pairs. Hervé, tu as dit qu'on passait beaucoup de temps dans un milieu de travail. C'est l'endroit numéro un de socialisation des adultes. Exact. Donc, et on est des animaux sociaux, on est grégaires, on a évolué pour être en groupe. Exact. Et souvent, quand on regarde des choses qui nous ont blessés, c'est souvent des choses liées aux relations. Oui. Alors, au niveau, tu sais, des facteurs de protection qu'on remarque, là, ça va être justement de sentir qu'on a du soutien de nos pairs et aussi du soutien de nos gestionnaires. Un gestionnaire qui est présent, qui soutient, qui écoute et qui, euh, je pourrais dire, qui dit: «Oui, tu as raison, je comprends que tu sois frustré. Malheureusement, c'est comme ça, mais je t'entends, je comprends». Ça, c'est un facteur de protection Accueillir vraiment. sans Ouais, invalider. ouais, Mhm. exactement. Et puis, donc, des fois, juste avoir un gestionnaire qui est à l'écoute ou d'avoir aussi un programme, tu sais, de ressources humaines, où est-ce qu'on a le droit d'exprimer nos émotions. Mhm. Je dirais aussi, par contre, que c'est important de responsabiliser aussi l'employé. Donc, OK. moi, ce que je vais remarquer souvent, comme par exemple, quelqu'un va se mettre à crier, on va prendre le cas, quelqu'un qui s'est mis à crier. Oui. Des fois, oui, il y a une accumulation, il y a une frustration qui est tout à fait légitime. Mhm. Par contre, quand on commence à creuser un peu, on voit que cette personne-là, elle avait déjà certaines vulnérabilités. Elle avait déjà, par exemple, certains schémas cognitifs tu sais, liés comme aux relations humaines, qui l'a amené aussi à analyser une situation au travail à travers un prisme déjà distorsionné de la réalité. Mhm. Donc, à mon avis, il y a aussi une responsabilité de la personne quand elle se voit arriver dans cet état-là, Oui. qui est vraiment souffrant. Mhm. Ben, c'est de voir, mais où est ma zone? Qu'est-ce que je peux faire? Sortir de cette impuissance-là. OK. Donc, parfois, ça peut être aller chercher de l'aide. Parfois, c'est le milieu qui est juste pas sain. Oui. On a des milieux qui offrent des ressources non utilisées parce que justement, on n'a pas préparé Mhm. nos troupes à utiliser les ressources. Juste que le climat n'est pas favorable à aller utiliser les ressources. Oui, Parfois, utiliser les ressources est signe de faiblesse. tout à fait. Oui, et on ne veut pas justement être à la risée de tout ce qui est papotage de «Ah, tu disais qu'elle consulte un psy», ce genre de choses. Hein. Tout à fait. Hmm. Ça aide pas. Ouais, du tout. Mais là, Hervé, je me demandais, les émotions refoulées, parfois,
les gens se disent, non, moi, c'est mon mécanisme de défense, c'est mon mécanisme de protection. Je me forme finalement un mur ou une carapace Mmh. contre voilà, tout ce que je vis au travail ou même tout ce que je vis au quotidien dans ma vie personnelle, hein. Mais quelque part aussi, l'émotion refoulée est une cause d'épuisement. Comment quelque chose qui est supposé finalement nous protéger, former un mur de protection, va nous épuiser? Alors je crois pas au mur, je crois que ce que la personne ressent, Oui, elle a beau se dire, «Non, je ne veux pas le ressentir», c'est ça. c'est trop tard. Donc à partir de là, Elle le ressent même déjà. si elle refoule son émotion, C'est ça. l'émotion est quand même là. Donc ce n'est pas un choix de choisir, ou pas l'émotion. On va parler de réguler l'émotion et pour réguler l'émotion, la première étape, c'est d'accepter de se sentir en colère, triste, joyeux. Il faut accepter ça parce que si je l'accepte, je vais pouvoir prendre le recul pour agir sur la cause et non pas réagir à cette émotion Exact. avec la maladresse qui peut entraîner des conflits avec le collègue en question. Donc je crois qu'il faut vraiment, et j'écoutais Marie-Ève, je suis tout à fait d'accord, c'est à chacun de connaître l'état dans lequel il vient au travail et de pouvoir verbaliser son mal-être, parce que de toute façon, l'employeur, son bénéfice, il le trouvera dans, il y a pas plus performant qu'un salarié, qu'un collaborateur qui va bien. Tout à C'est fait. l'ancien chef d'entreprise qui parle. Si la personne va bien, l'entreprise ira bien, l'équipe ira bien. Si la personne ne va pas bien, c'est tout le château de cartes qui est fragilisé. Tout à fait. Mhm. Ce que tu dis est vraiment, j'essaye de me projeter ça en image et c'est très symbolique. Mmh, Mais là, si on a un climat managérial toxique oui. qui n'est pas sain, comment est-ce avec un leadership émotionnel, avec une intelligence émotionnelle, autant pour moi, on peut venir résoudre le problème du refoulement? Parce que le refoulement, c'est j'ai peur d'adresser X ou Y à mon manager, même si je pense que c'est quelque chose, un angle qu'on pourrait explorer. Tu sais? Alors peut-être que le manager n'est pas la bonne Oui. ressource, Hop tout simplement. là! Mais non, mais il y a, moi je sais que dans un cadre associatif, on va former des volontaires pour Oui. justement recevoir, jouer un petit peu le rôle de tampon lorsqu'il y a une problématique, quelle qu'elle soit, ça peut être la Ça, c'est maladie, bon. l'addiction ou autre, Mhm. et de manière à pouvoir soulager le salarié, le temps de trouver une solution dans l'entreprise avec les RH, avec d'autres départements quand il y a des départements d'accompagnement, je pense à une assistante sociale ou un service de santé au travail, comme Mhm. on peut en avoir, alors je connais pas bien la réglementation, pardon, hein, au Canada, Canada. mais on va pouvoir trouver une solution, mais dans ce laps d'attente qui va faire fuir le salarié, qui va le faire Mm. s'isoler, qui va peut-être lui faire trouver des solutions qui n'en sont pas, on en parlera peut-être, mais ce sont je cite là des substances psychoactives, bien évidemment, eh Oui. bien, c'est ce laps de temps qu'il faut pouvoir combler. Et le volontariat est peut-être une solution dans des entreprises où l'humain est réellement remis au centre du jeu. OK. Comment est-ce que tu penses, Marie-Ève, qu'on peut diminuer le poids du non-dit? Parce que dire qu'on va l'exterminer, c'est un gros challenge. Ouais. Mais comment, à l'échelle individuelle et collective, on peut réduire ce poids? Oui. Beh, déjà, j'aimerais, rebondir sur ce que tu as dit Oui, bien arrivé. sûr. Le refoulement, c'est un mécanisme de défense, hein. C'est un mécanisme de défense, tous les mécanismes de défense là, ont évolué
pour nous protéger Mhm. et sont utiles dans certaines circonstances. Donc, d'avoir de refouler une émotion, mettons, devant un patron colérique et Oui, de justement ne rien dire est exactement. extrêmement adaptatif. Mhm. Donc, le problème avec le refoulement et les mécanismes de défense psychologique, c'est que lorsqu'ils ne sont plus adaptatifs, lorsqu'ils nous empêchent en fait de régler le réel problème fondamental, c'est là qu'ils ne deviennent plus adaptatifs et qui sont justement problématiques et créent beaucoup de souffrance. Donc, au niveau individuel, déjà, c'est sûr, c'est savoir si l'objet du besoin non comblé demeure dans l'environnement. Un besoin ne se comble pas par magie. C'est ça. Donc, ça déjà, il y a ça. Hervé, tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu as dit que le gestionnaire n'est peut-être pas la personne appropriée ou comme Ouais, la la plus ressource, outillée. oui. Euh, c'est un gestionnaire a un devoir tu sais, de maintenir son groupe, de prendre soin de son groupe. Par contre, il n'est pas psychologue. Il n'est pas psychologue, il n'est pas nécessairement outillé. Lui-même est peut-être face à ses propres difficultés. Et par contre, des fois, juste de sentir que même si ton gestionnaire n'est pas en mesure, on va dire, de t'aider à comme mettre en mots, qu'est-ce que tu ressens, mais juste de savoir que ton gestionnaire ne te jugera pas. Donc, d'avoir un gestionnaire, par exemple, qui Qu'il est pourra juste. accueillir Ouais, ton ressenti, ouais. dans le fond. Accueillir, maintenant la confidentialité Mhm. aussi de ce que tu as exprimé. C'est ça. T'orienter vers les bonnes ressources. Prendre au sérieux aussi les cas de problématiques interpersonnelles. Donc, tu sais, de prendre au sérieux la problématique, ne pas invalider le ressenti, mais des fois de juste aider à décortiquer. Mhm. Moi, c'est ce que j'adore faire ça. C'est des fois de juste. Notre cerveau, c'est un cerveau qui veut la prédictive. Donc, mettons, je vois quelque chose, je reconnais quelque chose de mon passé. Exactement. Et des fois, notre cerveau, ben, il nous joue des tours et puis il voit des choses parce qu'il veut nous faire gagner du temps, il veut nous rendre service. Et des fois, il voit des choses parce qu'elles ont des points communs avec quelque chose de notre passé. Et quand on Mhm. commence à gratter, puis on réalise que mon patron qui est froid avec moi, ben, c'est pas mon papa qui a été absent. Donc, je peux pas, ça serait injuste de lui en vouloir à mon patron à cause que Exact. mon papa a été absent. C'est Alors, ça. ça, c'est une façon de le voir. Collectivement, moi, il y a un truc qui est très important, c'est le sentiment de justice. Donc, la colère, la frustration, par exemple, c'est une émotion qui est là parce que on perçoit une injustice. Mhm. Hem, le fait et l'injustice au travail, c'est très difficile. On est des animaux sociaux. La justice, les règles sociales sont là pour maintenir cette justice-là. On déteste un voleur, on déteste un menteur, on va l'exclure du groupe. Là, quand on est dans une organisation, c'est comme il y a une structure qui maintient avec des réelles autorités qui peuvent instaurer des imbalances de justice. S'il y a, par exemple, un moyen de dénoncer ombuds, programme d'aide aux employés. On a aussi bureau de respect de la personne, sondage annuel d'engagement, Mhm. une politique RH en matière de prévention du harcèlement en milieu de travail. Donc, de savoir que je peux avoir des recours pour rétablir la justice. Donc, si je pense que j'ai été brimée, d'avoir confiance que ben, si je fais une plainte, elle va être prise au sérieux. Mhm. Dans le milieu professionnel, il y a beaucoup, par contre, de politique. Ouais. Alors, ça, c'est c'est plus facile de le dire. Moi, je le dis, ça a l'air un peu facile, Tout mais à fait. on reste des êtres complexes avec des dynamiques Mhm. relationnelles complexes Mhm. aussi en milieu de travail. Mhm. Tu as mentionné tout à l'heure prendre au sérieux. Ouais. Souvent, à demander aux employés, mais pourquoi vous ne faites pas remonter X ou Y situation? Ils vous répondent, ça ne remontera pas au top. Ouais. Non, ça ne remontera pas au top, ça ne remontera jamais au top. Donc, c'est vraiment comme ancré là que, tu sais, ça sert à rien de voice out parce qu'on va jamais prendre de mesures. Ou je vais avoir des représailles. Ouf! Là, alors, c'est une boîte de Pandore, Oh là je là, dirais. Mhm. ça, c'est vraiment triste. Si, si. Donc, ça fait en sorte que finalement, dans nos entreprises, souvent, on va dire, tu sais, oh, tiens, il y a des ressources en ci, il y a des ressources en ça. Mais quelque part, quand même, on sait que
Si tu as vraiment besoin d'un accompagnement, si tu dénonces un harcèlement, tu pas de coussin pour donc en fait, c'est comme si tu chutais, il y a aucun coussin pour ton atterrissage. Ça, c'est top. Ça fait peur. Ouais, Et tout à c'est fait. pour ça que beaucoup vont pas oser Oui. dénoncer, que ce soit le harcèlement, que ce soit le burn-out, que ce soit whatever. Tu sais, oui, j'ai observé ça, j'ai observé que je suis moins performant, j'atteins pas mes KPI, j'ai observé que je m'endors, j'ai observé que j'arrive en retard, que je suis démotivée, mais tu veux que je fasse Oui, quoi? oui. Il faut se rappeler que le travail, c'est un moyen de venir combler un besoin de survie. Aussi. Alors, face à une situation où est-ce que je pourrais mettre ma survie, évidemment, là, c'est le cerveau comme plus, tu sais, comme, de plus basal, là, qui voit ça comme, je dois rester là parce que c'est ma survie. Mmh. Beh, c'est sûr et certain que ça met beaucoup tu sais, de bâtons dans les roues, là, pour porter plainte parce que tu te dis: «Hey, je vais porter plainte parce que mon besoin de justice est pas répondu». C'est Par contre, ça. au détriment peut-être de mon besoin de survie. La beauté après, c'est peut-être justement qu'on parle du cerveau prédictif, tu vois quelque chose, tu penses que ta survie va en dépend, mais Exactement. sérieusement, est-ce que ta survie en dépend vraiment? Tu Est-ce que sais? tu peux pas juste quitter? Mmh mh. C'est Mmh. triste. Puis ça, moi, j'adore, tu sais, je trouve ça très important, la justice. Ouais. Hem, Justice et survie. Mmh. Justice et survie. Par contre, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a que, tu sais, si tu peux ben, c'est le milieu économique ou comme le contexte socio-économique est pas toujours facile non plus, donc tu sais, je veux Mmh. pas dire que c'est facile de se trouver un autre emploi. Ça, c'est pas vrai. Du tout. Vraiment pas, là. Mais, hem, est-ce que, des fois, juste de réaliser qu'on a le choix Mmh. de quitter ou de rester, hem, des fois, c'est pas un choix qui est nécessairement très facile, on va Ça dire, prend un accompagnement. mais de réaliser, ben qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rester dans cette organisation-là puis être Exact, serein, exact. selon les Mmh. contingences, par exemple, qui est Ouais. l'injustice organisationnelle. Mmh. Ouais. Redonner de la du pouvoir à la personne, Mmh. parce que le sentiment d'impuissance, c'est une des à mon avis, c'est une des choses qui détruit, quelqu'un. Et parfois, on ne se met pas en priorité parce que notre santé mentale devrait être notre priorité. Mais parfois, on va prendre même un arrêt. C'est super difficile parce que tu as déjà tes collègues qui vont te dire, mais là, tu vas pas poser un arrêt pour ça. Mmh. Et là, tu commences à refouler, tu commences à être un peu, tu commences à culpabiliser. Tu sais, mon travail va retomber sur les autres, hein. L'équipe roule déjà sur Ouais. haut régime, fait que je vais pas leur rajouter ce que mais en même temps, tu es en train de souffrir au-dedans de toi et ça a des répercussions à l'extérieur, voire même sur ta vie familiale, ta position sociale et ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Et là, en découlent les addictions souvent. Alors, oui, j'y pensais parce qu'on y vient tout naturellement. Une des mauvaises solutions, je le précise bien, est d'aller trouver le soulagement de son mal-être dans un produit, alors peu importe, hein, ou un comportement qui est addictif. Et on connaît bien le processus et pour peu que cette personne ait un terreau favorable, heu, il y a un terreau, enfin voilà, c'est tout le monde ne va pas devenir addict, mais il y a tout de même une, proportion de la population qui est à risque et une personne qui va aller chercher, un soulagement dans une substance psychoactive, si elle est mieux à partir du moment où elle a utilisé ce produit, c'est qu'elle n'était pas bien avant, eh bien, elle va recommencer et plus elle va recommencer, C'est là où je trouve du réconfort. phénomène de tolérance, il faut plus de produits de manière plus fréquente ou plus de cette activité de manière Exactement. plus fréquente Mmh. et on va rentrer comme ça dans la dépendance et une fois qu'on est dans la dépendance, il y a une petite porte qui s'ouvre que dans un sens pour certaines personnes qui sont plus à risque et là, on va tomber dans la pathologie, dans l'addiction et l'addiction, elle va prendre la forme, bien que la personne va lui laisser, prendre par la force, hein, mais elle va s'exprimer cette addiction et en devient, dépendant.
OK. Voilà. Ici, il faut préciser que l'addiction peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'addiction aux substances ou à un comportement, les jeux, les écrans, le travail, hein. On parle aussi de workaholic. Ça aussi, ça Oui, existe. Fait que tout à fait. finalement, lorsqu'on refoule ces émotions-là et qu'on a la possibilité de, de relâcher la pression au travers d'un comportement addictif, beaucoup m'ont déjà dit, au moins mon addiction ne me juge pas. C'est vrai, mais l'addiction va venir, au niveau de la dépendance, perturber. On parlait des collègues tout à l'heure. Oui. Eh bien, au bout d'un moment, la personne n'est plus en capacité d'assurer 100 de son travail. Mhm. Donc graduellement, sa part de travail dans le collectif va diminuer. Et ce sont des collègues qui, pensant bien faire, vont la récupérer. Et pour l'entreprise, on a une personne qui est en difficulté avec, admettons, une substance, et puis une, voire deux personnes qui sont en difficulté par une surcharge de travail Exact. qui peut les conduire sur un burn-out, malheureusement. Donc c'est un problème qui reste. Je reste sur mes 3 niveaux, l'individu, l'équipe et l'entreprise, et la gestion du problème doit se faire à ces 3 niveaux, différents. Est-ce que tu penses, Hervé, que en basculant dans un comportement addictif, c'est un signe de faiblesse? Non, l'addiction n'est pas, on le voit comme un problème. Pour la personne, et je l'ai été, c'était ma solution. Mais malheureusement, ma solution a modifié le fonctionnement de mon cerveau sans forcément que je m'en rende compte. Donc il y a là une part de déni qui est terrible, Oui. de déresponsabilisation, parce qu'on va aller chercher des raisons de consommer en dehors de soi, en dehors de sa vie à soi. Tout à fait. Euh, mais en fait, on ne règle aucun problème. Aucun. Et on se retrouve prisonnier. Donc, c'est un échappatoire un peu l'addiction. C'est une échappatoire, mais c'est un mauvais échappatoire. Le conseil, c'est d'aller voir Marie-Ève avant qu'il ne Tout à soit trop fait. tard. Exactement. On va prévenir Je, les je RPS, lui les passe risques la balle, psychosociaux. mais c'est vraiment ce que c'est devenu, voilà, ce que je fais maintenant au quotidien, mais Tout à fait. d'aller travailler avec des professionnels de santé pour l'addiction, c'est le haut de la pyramide. C'est la solution de soulagement. Mais la solution de soulagement à quoi? À tout ce qui n'est pas montré. Et tout ce qui n'est pas montré, eh bien, c'est le travail du psychologue que d'aller l'explorer avec son patient. Mhm. Donc finalement, quel outil, Marie-Ève, si on vient te voir, hein, quel outil de prévention on peut avoir au sein de nos entreprises pour éviter qu'on ne bascule jusque-là et qu'on se retrouve finalement dans des comportements addictifs? Parce que j'en ai déjà reçu là qui me disaient, j'ai besoin d'au moins 2 bières chaque matin pour pouvoir encaisser tout ce qu'on va me dire aujourd'hui. Parce que quand je vais encaisser, je peux pas talk back. Je peux pas parler, c'est mon manager. Je dois, tu sais, fait que si je prends pas ces 2 bières-là, je suis pas en mesure de mettre le pied au travail. Ouais. Il y en a qui m'ont dit, parfois, j'ai eu envie de déchirer mon diplôme de doctorat parce qu'on me fait tellement comprendre que je ne vaux rien, je ne suis rien. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, c'est tellement ancré dans les entreprises de nos jours. Fait que j'ai regardé mon diplôme et j'étais à moins ça de le déchirer parce que je me suis dit, t'as même pas le niveau de ce diplôme. Ça, c'est ce que mon manager me dit tous les jours. Tu sais, fait que pour moi, c'est déjà devenu une réalité que je ne suis capable de rien. Donc, pourquoi j'ai ce diplôme-ci à mes côtés? Tu sais, autant mieux le déchirer. Je pense, puis comme tu l'as dit, Hervé, il y a comme 3 niveaux là, Mm. à venir adresser. C'est Individuel, ça, exactement. collectif. Et selon, moi, je fais une grande distinction là, entre ma pratique privée en psychothérapie puis ma pratique en organisation. Tout à fait. C'est vraiment important de distinguer les deux. Mhm. Euh, Si je réponds avec le chapeau de la psychologue clinicienne en Mhm. psychothérapie, euh, euh, dans le fond, puis tu l'as dit, Hervé, la solution. J'ai trouvé cette solution. Mhm. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que face à une énorme souffrance émotionnelle, on va trouver des solutions.
Il va y avoir, par exemple, des substances qui nous permettent de comme nous déconnecter de cette souffrance, nous en distraire, Oui. nous anesthésier. Il y a plein d'autres solutions qu'on va trouver. Puis quand je dis solutions, là, c'est pas des bonnes solutions, c'est des Non. solutions pour nous permettre de comme ne pas être en contact avec la pire Mhm, souffrance mhm, qu'on aurait. Donc, ça peut passer par des comportements, justement, de personnes extrêmement conciliantes, Tout à fait. des personnes aussi qui sont même pas capables de ressentir leurs propres émotions parce que c'est dangereux de ressentir leurs propres Exact. émotions. Mhm. Donc ça, je pense qu'il y a un beau travail psychothérapeutique qui peut être fait. Tout à fait. Il y a des belles psychothérapies qui sont avec des niveaux intéressants, suffisamment concrètes pour être accessibles, avec des composantes un peu plus profondes pour aller toucher les dynamiques psychologiques. Donc, Mhm. super. En organisation, moi, si je vois ça comme problème, déjà, j'ai la sonnette d'alarme et je suis préoccupée en tant que psychologue C'est organisationnelle. Je le prends clair. très au sérieux. Mhm. De mon côté, c'est sûr et certain, heu valider, c'est qui ce patron qui se permet d'avoir des comportements de cette nature-là avec ses employés pour que Sans juger le patron, parce que ça se peut qu'il y ait des oui, antécédents justement ah qui le oui, poussent à. ah oui, mais Tout moi à j'ai fait. j'ai j'ai déjà coaché, des personnes avec justement, tu sais, qui ont eu des enjeux de comportement et de respect envers leurs employés. La minute que tu grattes la surface, Mm, mm, mm. mais on C'est est pas beau à voir. mais c'est triste. Mm, mm. Moi, ça me fait de la peine et la minute, par contre, quand tu commences à leur expliquer puis tu les c'est pas en coaching que tu gères ça, là, c'est en psychothérapie Exact. et là, que tu leur fais réaliser, ben de un, qu'ils sont juste c'est juste leur cerveau qui démontre qu'il fonctionne comme un cerveau normal, que face à des contingences environnementales différentes, on développe des comportements dysfonctionnels, Différent. et de leur offrir des ressources. C'est juste que Tout à ça fait. aide. Donc et par rapport aux employés, mais c'est sûr, moi, j'entends ça. Je dois prendre 2 bières pour être capable de travailler. Mhm. C'est sûr et certain que, ben, l'employeur il faut vraiment qu'il agisse et puis, ça va être, pour avoir des recommandations à cet effet-là. OK, merveilleux. Oh wow. Ouais. Mais elle est vraiment à contacter, Hervé et Marie-Ève. Tout à Ah, fait. mais je trouve qu'effectivement, on forme un duo, c'est parfait. C'est bon ça? OK. Fait que toi, qu'est-ce qu'Hervé tu recommanderais? Alors, en plus de ce que vient de dire Marie-Ève, bah, Mhm. moi, je lui ai passé le ballon parce que mon rôle est d'expliquer aux personnes qui sont concernées, Très bien. d'une part, comment on en est arrivé là, Mhm. et d'autre part, alors le rôle des médecins et des psychologues, mais également le rôle des groupes d'entraide qui OK. viennent combler certains besoins Mhm. lorsque l'on sort d'un sevrage ou même quand on est suivi en centre de soins, on a des besoins. Le premier besoin qui n'est pas nourri, c'est le besoin de l'appartenance, parce qu'on a coupé tous les liens avec plein de gens et on a besoin de renouer du lien, et ça, on le trouve dans les groupes d'entraide. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils. On parle d'outils dans les chemins de rétablissement Oui. en, en, en addictologie, Très bien. mais très clairement, ça vient après une période de soins. On a besoin des soignants. Tout à Voilà. fait. Est-ce que je peux Absolument. rebondir là-dessus? Mais oui. Moi, je trouve que, Hervé, je trouve qu'il y a rien de plus puissant que quelqu'un qui dit: Tu n'es pas seul, j'ai vécu ça. Voici qu'est-ce que j'ai développé comme stratégie. Tu n'es pas seul. Nous sommes plusieurs. C'est ça. Tu es normal Oh, dans le oui. sens que tu n'es pas défectueux Mm, mm. et je te comprends et je suis là pour toi. Et oui, tu vas avoir des rechutes, mais appelle-moi. Puis c'est normal et Mhm. je vais pas te juger, je vais continuer à t'apprécier, je vais te maintenir dans le groupe, ne t'inquiète pas. C'est ça. Et moi, pour moi, il y a rien de plus, ben, rien de plus, il y a plein de choses qui font du bien dans la vie, mais tu sais, d'avoir quelqu'un qui te prend dans ses bras et qui te dit: «Écoute, je te comprends et je t'aime quand même». Ben, pas «Je t'aime quand même», mais ça n'affecte pas la 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 considération que j'ai envers considération que toi, j'ai envers c'est toi. ça. Ça n'affecte en rien, c'est indépendant de ta valeur Mhm. comme personne. Je t'accepte inconditionnellement et pour Mhm. moi, d'avoir des groupes d'entraide,
et des pairs qui ont vécu des choses similaires, pour moi, c'est extrêmement puissant et je pense que oui, il y a le traitement psychothérapeutique, médical et surtout qu'on parle de l'addiction parce que Tout à fait. tu l'as très bien dit, il y avait tout l'aspect biochimique aussi qui embarque et Mhm. la substance a un impact sur le corps et le cerveau. Exact. Mais je pense que le soutien, on est des êtres d'émotion et des êtres de relation. Se sentir en relation pendant un traitement, à mon avis, c'est quelque chose extrêmement, extrêmement bon pour le rétablissement. Mhm. Pour l'avoir vécu, je confirme. Oui. Amazing. Mais je crois qu'on aurait tellement de Ah oui. choses à rajouter là. Juste le fait de t'avoir entendu sur cette dernière ligne, j'ai plusieurs autres idées qui me sont venues. Mais effectivement, montrer à ces personnes-là qu'elles ne sont pas seules est hyper important. Et même lorsqu'on prend finalement toutes les chaînes d'accompagnement, hein, psychothérapeutiques, hein, pharmacologiques et sociales, la sphère sociale a même plus d'impact et d'effet sur le rétablissement, d'où justement la puissance des groupes d'entraide et même ton cercle, ta famille qui t'encourage. Tu peux avoir le meilleur psychiatre au monde, mais si autour de toi, tu as des personnes qui continuent à te dire, tu es un incapable, tu n'y arriveras pas, ton psychiatre, ton meilleur psychiatre du monde, là, il te servira à rien. Fait qu'il y a une grosse puissance finalement dans l'entraide et la sphère sociale. Tu as prononcé, Prisca, le mot encouragement. La motivation fonctionne beaucoup mieux à Exactement. partir du moment où on reçoit l'encouragement. C'est vrai. C'est le côté positif et parler positivement, que ce soit d'un trouble ou d'une addiction, eh bien effectivement, les pairs, bah oui, ça c'est ce qu'on fait parce que finalement, moi je vis très bien avec ma vulnérabilité, c'est tout. Oh wow! Et vous n'êtes pas défini par cette vulnérabilité-là, c'est ça? Non, C'est je fais plein d'autres choses. mais oui, comme aujourd'hui, on a eu vraiment le privilège d'avoir des tools venant de vous. Merci beaucoup. Ah, moi j'étais ravi, c'est passionnant Ah et oui, merci, on aurait pu, merci pour cette série de balados. amazing! Ben, merci beaucoup Hervé, Hervé Kerkrete, Marie-Ève Sens. C'était un plaisir de vous avoir. C'était le duo, mais vraiment, c'était ce qu'il fallait pour ce balado. Merci infiniment. Merci beaucoup.